Sunday Night Production. Bienvenue à l'Iron Café, l'émission des passionnés de course à pied. Et pour commencer cette nouvelle saison de Dans la tête d'un coureur, nous vous proposons un face-à-face entre les deux plus grands trailers du monde. Autant vous dire que cette émission restera dans les annales. C'est parti. Bienvenue à l'Iron Café, votre émission qui traite de toute l'actualité running, trail, fitness, pour débattre et réfléchir entre passionnés de course à pied. Au menu de l'Iron Café d'aujourd'hui, nous allons revenir sur l'édition 2021 de l'UTMB en compagnie des deux athlètes les plus titrés sur cette course. Nous allons aussi nous intéresser à leur histoire, leur singularité et peut-être leurs points communs. Nous allons aussi tenter de comprendre où ils puisent leurs ressources mentales hors du commun. Et puis en deuxième partie d'émission, nous allons retrouver Manu du site OneIron qui va nous parler de l'équipement des trailers et traileuses de cette édition 2021. Et il va nous en dire un petit peu plus sur les secrets des prototypes qu'on a pu apercevoir au pied des élites et qui risquent peut-être de disrupter le monde de la chaussure de trail de demain. Alors restez bien avec nous jusqu'au bout. Et pour débattre de tout ça, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés trois spécialistes de course à pied, des passionnés. Le premier vient de décrocher sa 4e victoire à l'UTMB 6 semaines après avoir battu le record de la Hard Rock 100 détenu précédemment par un certain Kylian Jornet. Il s'agit de François Daen, ambassadeur d'Iron.fr et athlète de la team Salomon. François, merci d'avoir accepté cette invitation à 24 heures seulement après ton arrivée. Comment ça va ? Est-ce que tu as passé une bonne nuit ? Ça s'est pas trop mal passé, ouais. C'était pas désagréable d'être allongé dans un lit. J'ai réussi quand même à bien dormir, donc ça présage pas une bonne nuit pour ce soir, mais la première nuit d'habitude n'est pas terrible, et là ça s'est plutôt bien passé. Est-ce que tu as été sage ou tu as fêté quand même un petit peu cette victoire ? J'ai fêté, mais on va dire que la fête, l'ivresse monte assez vite, on va dire, après ce genre de balade. Tu te retrouves assez vite fatigué quand même. Ça, un verre de rouge, à mon avis, ça doit partir. On doit vite se sentir un petit peu dans les étoiles. Notre second invité détient l'un des palmarès les plus époustouflants du trail international avec des victoires sur l'Ultra Trail du Mont Fuji, des Templiers. Il a réalisé le Grand Chelem de l'UTMB en remportant notamment la Triple C, la TDS, l'OCC et bien sûr l'UTMB. Il s'agit de Xavier Thévenard. Xavier, on est ravis de t'accueillir à nouveau dans le podcast. Comment ça va toi ? Merci, ça va, pas trop mal, ouais. Et enfin, je suis en compagnie de Frédéric Bellouze, entraîneur du groupe Élite au Stade Français Athlétisme et co-animateur du podcast. Fred, comment ça va ? Est-ce que l'ambiance de Chamonix te plaît ? Est-ce que ça t'a donné envie, pourquoi pas toi aussi, de te lancer dans une petite course autour du Mont Blanc ? Alors déjà, bonjour François, bonjour Xavier, bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Alors le cadre est magnifique, hein, je pense que seul un fou pourrait dire le contraire. Après, de là à me motiver, à me lancer autour du Mont Blanc, surtout avec les athlètes qu'on a à nos côtés, je pense que ça me rappelle un peu d'humilité et peut-être que c'est pas pour tout de suite qu'on me verra sur cette mythique course. Et il faut jamais dire jamais en tout cas. Messieurs, après une annulation en 2019 de l'UTMB, eh bien c'est le grand retour de cette course mythique. Et là, je pense qu'on peut dire qu'on a une édition exceptionnelle. Tout était absolument parfait, avec un public qui est venu en nombre pour encourager les coureurs et les coureuses et surtout mettre une ambiance de folie, des conditions météo qui étaient proches de la perfection, un plateau élite aussi qui réunissait presque tous les meilleurs trailers du monde, mais surtout il y avait une ambiance, une atmosphère assez particulière, assez incroyable dans toute la vallée de Chamonix. Toute la grande famille de la course à pied était, j'ai l'impression, vraiment ravie de se retrouver enfin. Xavier, quelle émotion toi tu as ressenti quand tu étais sur la ligne de départ de l'UTMB ? Parce que je crois savoir que c'est vraiment un rendez-vous que tu affectionnes tout particulièrement. Ouais, c'est vrai que l'UTMB, c'est un peu la course de cœur, c'est pas très loin de la maison. Et puis, voilà, avec l'absence en 2021 de l'Ultra Trail, ça faisait vraiment plaisir de revenir, avec beaucoup d'envie, de motivation, et puis de revenir un peu toute l'ambiance. Et puis de repartager ce moment-là avec la famille, les proches, et puis tous les coureurs, c'était cool. Et puis voilà quoi. Je t'ai vu au 21e kilomètre, tu avais l'air très heureux, très, très content d'être là. C'est vraiment ça, tu as une énergie un peu particulière sur cette ligne de départ, c'était un peu différent ? Non, franchement, au niveau des émotions d'avant-course, l'état d'esprit dans lequel on était, plutôt relax, bien content d'être là et d'envie de participer à la fête, tout était là. Le début de course très bien passé. Après, il y a 2-3 petits soucis de santé à régler et puis envie de trouver les solutions. Mais voilà, c'est comme ça et puis ça dépend pas de moi. Donc j'ai fait mon maximum et puis on verra
les prochains jours, comment ça évolue, quoi. On reviendra sur cette course-là. Alors, toi, François, tu as toujours été aux avant-postes de la course. Tu as très vite, on va dire, pris la poudre d'escampette avec Jim Wamsley. Alors, on sait que tu as noué une relation amicale avec Jim qui t'a notamment servi de lièvre de luxe lors de ton record à l'Hard Rock 100 dont parlait précédemment Guillaume. Du coup, la question qu'on peut se poser sur cette édition de l'UTMB, est-ce qu'il y avait une stratégie de course définie à l'avance pour faire le trou, comme on peut dire, ou ça a été finalement une opportunité dans la course qui a fait que vous décidiez d'un peu mener votre duo à fond? Bah bien sûr, il y a les stratégies en amont, tout est toujours calculé. Avec Xavier, on avait prévu d'attaquer au kilomètre 12,3 et puis ensuite éventuellement de voir... Non, en fait, sur Ultra Trail, c'est un peu ça qui est sympa dans ce sport-là, c'est qu'en gros, on essaie quand même de s'adapter, de composer avec la forme du jour et les éléments du jour, quoi. Après ça s'est trouvé que... Bon, on était tous devant, je trouve qu'il y avait une super ambiance, même encore plus que d'habitude, où vraiment le rythme était plutôt agréable, quoi, jusqu'en haut du délevé, j'ai trouvé par rapport à d'habitude, où il y en a toujours un ou deux qui partent fort. Là, on était vraiment bien ensemble, il y avait une bonne ambiance dans le groupe. Et voilà, après, il y en a qui ont un petit peu accéléré en bas, là, entre Saint-Gervais et les Contamines. Puis après, ensuite, ça s'est remis, pareil, dans un petit groupe, donc c'était plutôt agréable, quoi. En tout cas, cette configuration de course s'est avérée payante. Enfin, surtout que cette édition a eu raison de pas mal de favoris, avec l'abandon de Jim vers le 95e kilomètre, ou encore celle de Pablo Villa, du Russe Dimitri Mitaïev, ou encore de Tim Tollefson. Et même si tu as réussi, toi, à faire face aux difficultés du parcours que tu connais bien, il ne faut pas croire que ça a été forcément facile. Tu as certainement eu des hauts et des bas. Tu as même dit que cela avait été l'un de tes UTMB les plus exigeants. Et du coup, comment cela s'est concrètement traduit, cette difficulté que tu as pu ressentir, et à quoi tu l'attribues concrètement ? Je pense que c'est souvent le cas sur Ultra, c'est ce qu'on rencontre, c'est quand même qu'il faut faire face et il faut s'adapter avec la forme du jour. Après, il y a des jours où on est super bien, donc faire face, c'est pas très compliqué. Il y a des jours où faire face, c'est clairement le maître mot de la course, quoi. Là, je pense qu'hier, c'était vraiment ça, un petit peu la clé de la chose. C'était en gros, je pense qu'il y en avait beaucoup qui avaient les jambes dures, qui ont eu un peu des soucis. Il y a eu quand même beaucoup d'abandon par rapport à la dernière fois où j'étais là en 2017. Je crois que les 15 premiers, quand on devait être à Courmayeur, les 15 sont arrivés, quoi. Ouais. Là, sur les 20 premiers de la course, il y en a peut-être 5 qui ont terminé, je pense, si on regarde le haut du col du bonhomme. Donc c'était vraiment faire face avec, je sais pas, on avait, c'était vraiment faire face et puis se battre avec les armes qu'on avait ce jour-là, quoi. Donc il a fallu faire en fonction de ça. Ouais. Pourtant, les conditions météo étaient assez favorables. Alors, il y a eu... moi, j'étais présent sur le Grand Col Ferré. Il y avait 0 degré, mais il y avait quand même des rafales à 40-60 km/h avec un ressenti à -6, -8 degrés. Il faisait très, très froid. Est-ce que tu as souffert, toi, de ce vent froid au-dessus du Col Ferré ? Comment tu as jugé un peu les conditions météo ? Non, pour être honnête, j'ai pas trop souffert du froid. Après, je pense que avec Xavier, on a peut-être cette chance-là d'habiter un peu en montagne. Du coup, -6, -8, on va dire que c'est plutôt un climat agréable quand on va s'entraîner des fois l'hiver. Donc là, j'avoue, j'ai même pas mis de veste en haut du Grand Col Ferré, quoi. J'ai simplement protégé un petit peu mes mains et voilà, on n'y passe pas très longtemps non plus en haut de ces cols. Donc c'est vrai que pour nous, c'était les conditions, je pense, qui étaient très très bonnes d'un point de vue climatique. Ouais. Xavier, toi, malheureusement, tu as abandonné la course vers le 50e kilomètre. J'imagine que tu as dû analyser à chaud les raisons qui t'ont poussé à prendre cette décision. Est-ce que tu veux nous en parler ? Oui, j'avais déjà un gros point d'interrogation au départ. Après, je voulais tenter, donc j'ai essayé. Et puis, il y a encore 2-3 problématiques à régler, mais on va trouver les solutions. On va s'appuyer avec des gens spécialistes. Moi, ce qui me concerne, c'est par rapport à la maladie de Lyme que j'ai pu contracter là, sur le printemps dernier. Et puis, je garde espoir et puis je vais pas baisser les bras comme ça. Donc, on va chercher et puis je vais arriver à trouver les solutions. Ouais. De toute façon, on n'en doute pas, parce qu'on le voit déjà, quel que soit le niveau, il n'y a pas de carrière sportive sans échec, sans imprévu.
Et d'ailleurs, ce sont eux qui permettent souvent d'aller de l'avant du moment qu'on a la capacité d'analyser les raisons qui nous poussent à tel type de semi-réussite ou d'échec et de le vivre comme un enseignement. C'est ainsi, moi je pense qu'on reconnaît les grands champions et vraiment les athlètes de haut niveau. Mohamed Ali lui-même disait, un champion n'est pas quelqu'un qui ne tombe jamais, c'est quelqu'un qui est capable de se relever à chaque fois qu'il tombe. Et je pense qu'il sait de quoi il parlait. Mais ça demande évidemment aussi de faire preuve d'humilité, d'être en capacité de faire le dos rond, car ce sont des moments où aussi, déjà on ne vit pas forcément très bien, les personnes les moins bienveillantes se lâchent un peu, s'expriment, voire tentent de déstabiliser, notamment à l'ère des réseaux. Donc ce sont évidemment des périodes difficiles à vivre, mais paradoxalement, c'est celles qui te renforcent le plus. Est-ce que du coup, toi, maintenant, Xavier, ton envie de te dépasser est renforcée par cette épreuve-là ? C'est sûr que, comme je disais à l'instant, je vais pas baisser les bras comme ça. Après, il faut comprendre d'abord les problématiques. Et puis, déjà, il y a une progression. Là, je vois les étapes qui se franchissent petit à petit. C'est qu'au printemps et puis début de l'été, quand je randonnais, c'était déjà extraordinaire parce que j'étais fatigué et puis ça allait pas. Mais j'allais quand même dehors parce que c'est ce qui me fait plaisir d'aller dehors. Et puis après, j'ai essayé un petit traitement à base d'huile essentielle. Ça a fait son efficacité. Je peux quand même continuer à courir et puis avoir une vie plutôt active et puis à m'entraîner. Mais pour faire un ultra, c'est encore un peu plus compliqué. Il y a encore une étape où on sollicite tellement le corps, il faut être à 200%. Donc il y a encore des choses à améliorer. Mais ça va sur la bonne pente. Et puis on verra, on va laisser le temps de trouver ce qu'il faut pour que ça aille sur le mieux. Mais c'est clair que ça renforce, quoi. Il faut pas laisser tomber les bras comme ça, quoi. Ton envie de retourner sur l'UTMB, elle est toujours présente. T'as pas dit ton dernier mot entre guillemets ? Déjà, là, le but, c'est vraiment de retrouver une bonne santé et puis de pouvoir continuer à aller en montagne dehors et puis de faire des belles sorties, des belles balades, puis d'en prendre plein les yeux comme toujours. C'est déjà la base. Et puis après, sur l'UTMB, on verra déjà comment ça évolue et puis comment les sorties se profilent au fur et à mesure dans le temps, quoi. Mais peut-être que c'est dans un coin de la tête forcément, mais c'est pas la priorité aujourd'hui, quoi. François, est-ce que toi aussi tu as déjà connu des périodes peut-être un petit peu plus compliquées ? Et si oui, comment est-ce que tu as fait face à ça et quel enseignement tu as pu en tirer ? Je pense qu'on connaît tous des hauts et des bas dans une saison, dans une carrière, effectivement. Après, comme disait Xavier, il faut essayer d'en tirer un petit peu le positif et puis d'essayer de recadrer un petit peu ses priorités et ses envies. Et voilà, je pense que ce qu'on aime, nous, c'est être dehors, être en montagne. Donc à partir du moment où on a ça, après la forme, elle est comme elle est, il faut composer avec. Il y a des jours moins bien, il y a des saisons moins bien que d'autres. C'est pas pour ça qu'on va s'arrêter d'aller se balader ou d'aller skier ou d'aller courir, quoi. Donc oui, je pense qu'il faut vraiment essayer ce qui n'est pas facile dans ces moments-là, mais ce qu'il faut arriver à prendre un petit peu de recul et puis essayer de se projeter, de se dire qu'il y aura des jours meilleurs et puis essayer de garder quand même cette base qui nous fait vivre au quotidien et qui nous motive, quoi. C'est vrai qu'aujourd'hui, d'être au départ d'une course comme le Tour du Monde, comme une autre course, c'est merveilleux. Mais s'il n'y avait pas tous les entraînements et toutes les heures qu'on passe dehors en amont, je pense que ça n'aurait aucun sens pour nous, quoi. Donc voilà, il faut déjà qu'on arrive à avoir cette base-là, à s'amuser au quotidien. Après, les courses et les résultats, c'est en plus, quoi. Et du coup, parce que tu en as parlé à plusieurs reprises, on fait avec les moyens du bord, avec les moyens du jour, ça évidemment, mais et lorsqu'on sent qu'on n'est pas forcément dans la forme de sa vie, de sa carrière, est-ce qu'on anticipe, est-ce que toi tu anticipes le fait de dire aujourd'hui ça risque de mal se passer, ou tu es dans une forme d'optimisme quoi qu'il arrive, ou te dire je suis là, j'en profite à fond, et t'évites de dire ça va peut-être mal se passer? Après, il faut nuancer un petit peu tout, faut replacer à chaque fois la chose au milieu du débat aussi, quoi. Il y a un moment, ne pas avoir de jambes et d'avoir les quadriceps tout durs, au pire j'aurai les quadriceps encore plus durs le lendemain, et puis au pire je vais subir un petit peu sur la fin de course. Je ne mets pas vraiment mon système immunitaire en danger, je ne mets pas forcément la suite de ma saison en jeu non plus. Moi j'avais ce gros objectif-là, d'enchaîner deux courses là, l'une après les autres. Moi, clairement, au départ de l'UTMB, j'étais là pour terminer cette course du mieux que possible. Après, je ne sais pas la suite que certains voulaient. Enfin, il y a eu beaucoup d'abandons, mais
je sais pas la suite de la saison de certains coureurs. C'est vrai qu'en fait, hypothéquer tout le reste de sa saison ou risquer de se blesser. Enfin, voilà, chacun a ses raisons d'abandonner. Je suis pas là pour juger. Après voilà, faut juste relativiser un petit peu le fait de dire oui, effectivement, moi, à un moment, ça a été très très dur. Ça faisait même pas 70 km qu'on était parti avec Jim. Quand on s'est regardé, on s'est dit oula, là, on n'a pas du tout les mêmes sensations qu'en 2017. On est déjà beaucoup plus lent, on a plus mal aux jambes. Là, il va vraiment falloir s'adapter aujourd'hui. Voilà, c'est pas pour ça que je me suis dit, voilà, s'il faut s'adapter, finir plus doucement, je finirai plus doucement. Aujourd'hui, j'étais pas blessé, j'étais pas non plus mal. J'avais aucune raison de ne pas terminer ma promenade, quoi. Alors Xavier, François, vous êtes, Guillaume le rappelait en introduction, parmi les leaders du trail international. Qu'est-ce qui, selon vous, du coup, question croisée, qu'est-ce qui, selon vous, fait vos singularités et vos points communs ? Qui veut répondre en premier ? Non, je sais pas. Après, déjà c'est très gentil de dire qu'on est le leader du trail international. Je pense que voilà, dans le trail aujourd'hui, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas vraiment justement de réel classement ou de leader ou tout ça. C'est plus quelque chose qui est un petit peu subjectif. Avec Xavier, je pense que surtout ce qui nous passionne, il me contredira après, mais c'est justement des longues aventures comme ça qui ont du sens sur un parcours qui est joli. Voilà, des choses qui nous... Quand on est au départ de cette course-là, émotionnellement, il y a quelque chose, on a envie de terminer cette boucle-là, on n'est pas là par hasard, on s'est souvent retrouvé sur des courses un petit peu communes. Voilà, on ne fera pas de courir juste pour la magie du kilomètre, un endroit qui n'a aucun sens pour moi. Donc voilà, je pense que les points communs qu'on a, c'est c'est comme ça que moi je le ressens, c'est que cet appel de la montagne, de la nature et des grands espaces, il est bien plus fort que la compétition et le dossard au départ de la course, quoi. Au départ de la course, je pense qu'on est plutôt à la recherche de sensations, de terminer cette boucle-là, de la faire le plus joliment possible. La place, honnêtement, je pense que pour nous, c'est presque un peu secondaire au départ d'une ligne comme l'UTMB, quoi. Xavier, tu veux rajouter quelque chose ? Ouais, je crois que François a tout dit. Non, mais c'est vrai que ce qui est cool, je trouve, dans l'aventure, dans l'ultra, c'est finalement tu fais une boucle, un circuit, un itinéraire, un linéaire, et puis c'est après des histoires qui sont aggravées à jamais dans ta tête. Tu te dis c'est trop bien, je peux faire ça avec mon corps, parcourir cet environnement-là, cette montagne à la force de mes jambes, et puis c'est ancré en toi toute ta vie, quoi. C'est pas comme quelque chose de matériel où la chose matérielle, finalement, si elle se casse ou si elle brûle demain, tu l'as plus, quoi, elle t'appartient plus. Alors que finalement, ça, c'est quelque chose qui t'appartient et puis qui font garder des super souvenirs. Et voilà, quoi, c'est stop. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez aussi des approches différentes au niveau de l'entraînement. Et c'est vrai que les coureurs amateurs, les coureurs en général, on a souvent un peu cette habitude fâcheuse de penser qu'il y a une méthode qui fonctionne pour tout le monde. Et je pense que la préparation de toi, François, ne serait pas du tout compatible avec celle de Xavier et inversement. Et ça prouve qu'on peut avoir peut-être aussi des approches différentes et réussir à performer, à avoir des exploits. Donc ça, vous avez des valeurs, vous avez des singularités, vous avez aussi des points communs. Et c'est important aussi de le rappeler. J'aimerais qu'on évoque quelque chose parce que cette édition 2021 elle a aussi été marquée par les performances féminines avec la 7e place de Courtney Dauwalter au classement général. On peut aussi souligner la performance de notre Française Camille Bruas qui a fini 16e au scratch devant quelques cadors de l'ultra. J'ai l'impression que maintenant les meilleures féminines sont en mesure de rivaliser avec les meilleurs masculins. Est-ce que vous êtes aussi impressionné par la performance de Courtney et de Camille ? Est-ce que qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que surtout, selon vous, un classement genré sur les courses d'ultra, est-ce que ça a encore du sens ? François ? Non, mais... Vas-y, je t'en prie. Non, mais je trouve ça super que les filles peuvent figurer en haut du classement. Elles montrent qu'elles sont hyper résistantes et puis qu'elles sont très fortes. Et on l'avait déjà vu avec Rory Bozio en 2013, elle avait fini 7e aussi au classement Scratch. Ou Corinne Favre qui a gagné la première CCC au Scratch devant tous les masculins. Donc plus les distances s'allongent et plus c'est dur physiquement, plus elles sont aux avant-postes. Donc c'est génial, quoi. C'est ça aussi qui fait le charme de notre discipline, l'ultra, c'est que tout le monde est ensemble au départ, féminin comme masculin, et puis ça fait un beau spectacle. François, je crois que vous êtes dans la même team avec Courtney. Est-ce que toi ça t'a impressionné aussi la course qu'elle a pu mener ?
Le résultat, je savais qu'on était capable de faire ça. Après de le faire là cette saison, je suis vraiment très très content parce que je pense qu'elle a vraiment douté après sa participation à l'Hard Rock. Donc ça fait vraiment plaisir de la voir revenir vraiment là à son plus haut niveau. Donc je suis vraiment ravi. Je suis ravi aussi pour Camille là, qui fait quand même une super course pour sa première participation autour du Mont Blanc. Donc non, je trouve ça très très bien. Après, voilà, je vois pas pourquoi les filles seraient moins fortes que les garçons. Il n'y a aucune raison. Donc là, c'est vrai qu'elles sont au top. Après, c'est pas pour prendre la défense de certains cadres de la discipline, comme tu disais, qui sont un petit peu derrière. Mais je crois qu'aujourd'hui, il faut quand même être honnête en se disant que peut-être Xavier, c'est peut-être pas un peu moins sa manière de courir parfois. Il arrive à être encore un peu plus à l'écoute de son corps que certains des athlètes. Mais je pense qu'il y en a beaucoup là qui, au départ, se sont dit si je suis pas dans le groupe de tête tout de suite et jusqu'au col du bonhomme, jamais je pourrais faire un top 5. Et du coup, qui se sont peut-être un petit peu brûlés les ailes ou qui ont pris des risques et qui ont voulu tenter de faire ce top 5. Je pense que voilà, chez les filles aujourd'hui, voilà, vous l'avez dit, il n'y a eu que 9% je crois de féminines par rapport au nombre d'hommes. Donc la densité, elle est quand même moindre. Et peut-être qu'elles ont un petit peu plus le temps d'écouter leur corps, leurs sensations, sans forcément prendre le risque de devoir partir à telle allure ou telle allure avec tout le monde. Et voilà, aujourd'hui, le jeu d'ultra, c'est un peu compliqué, quoi. C'est vrai que si on veut tenter un podium sur des courses où il y a une telle densité, c'est quand même compliqué de se dire je pars tranquille, je verrai bien à Courmayeur, je remonterai c'est un petit peu compliqué quand on arrive avec 1h30 de retard à Courmayeur. Moralement, il faut quand même être vraiment très fort pour tout remonter, quoi. Mais c'est vrai que les femmes sont très présentes sur le scratch, aux avant-postes même, et pourtant elles sont très très minoritaires sur l'ultra. On recueillait le témoignage d'une amatrice, une coureuse femme qui nous expliquait que dans les descentes, il y avait beaucoup d'hommes qui la gênaient, qui refusaient un petit peu qu'elle passe devant elle. Je pense que l'ultra doit aussi pouvoir accueillir plus de profils, plus de diversité, et peut-être aussi peut-être changer certaines mentalités de quelques-uns des coureurs, mais il y a beaucoup de travail à faire. Mais voilà, il faut, à mon avis, il y a une belle histoire qui va s'écrire autour de ça. Après, je pense qu'elles sont pas non plus trop mal loties. J'ai l'impression qu'on leur réserve plutôt un bon accueil. En tout cas, nous devant, ça se passe plutôt très très bien quand même avec elles. Et c'est clair. Il y a plutôt une bonne convivialité. Donc, c'est pas parce que je pense qu'il y en a un ou deux peut-être qui ont un petit peu de fierté au dernier moment qu'il faut non plus en faire des généralités. Je pense que non, il y a plutôt une très bonne entente dans ce sport entre les coureurs hommes et entre les coureurs hommes et femmes, quoi. Et du coup, ça pose une question, parce qu'on l'a vu au-delà de l'ultra trail, les courses d'ultra, même sur route, l'ultra fond en course à pied est assez favorable aux féminines, on l'a vu. Mais proportionnellement, il y a beaucoup moins de femmes qui participent à ce type d'épreuve qu'on puisse en voir, par exemple, sur 10 km, semi ou marathon. Du coup, à quoi vous attribuez finalement ce faible pourcentage de femmes qui participent à ces épreuves, alors que globalement, proportionnellement, elles ont plus de chances de bien briller sur un classement scratch concrètement? Je ne sais pas si elles ont plus de chances. Je pense qu'elles ont autant de chances. Il n'y a pas de raison qu'elles en aient moins. Après, je ne suis pas spécialiste de l'analyse, mais je me dis que avec la société dans laquelle on vit aujourd'hui, c'est peut-être plus compliqué pour une femme de se dégager beaucoup de temps pour s'entraîner. Et parce qu'il y a encore pas mal de choses qui sont ancrées comme ça dans notre société, on va dire un peu européanisée, quoi. Et l'homme a généralement plus de temps pour lui. Ça paraît plus logique à tout le monde que l'homme prenne plus de temps pour lui. Et les femmes souvent se sacrifient un petit peu plus, quoi. Donc voilà, pour moi, ce serait une de mes analyses, mais je ne suis pas un grand analyste. Alors, autre question, on a eu un podium 100% tricolore, et cela s'étend même jusqu'à la 5e place, ce qui est un événement assez marquant pour l'UTMB. Comment vous expliquez, on va dire, cette domination entre guillemets sur l'épreuve 2021 de l'UTMB, de ce qu'on va qualifier aujourd'hui entre nous la French Touch du trail? Déjà en France, il y a un gros réservoir, il y a beaucoup de pratiquants. Et puis il y a aussi une grande partie du territoire français où il y a des massifs montagneux, les Pyrénées, le Massif central, les Alpes, le Jura. Donc c'est pour ça qu'il y a un beau potentiel, et puis que finalement les Français figurent bien, je pense, autour du Mont Blanc aussi. La suite du programme, est-ce que vous savez déjà les courses auxquelles vous avez envie de participer? Est-ce que comment ça va se concrétiser un petit peu la suite, François? Bon, là, les prochaines semaines, ça devrait bien se passer. D'un point de vue sportif, ça va pas être trop compliqué à mettre en place.
Non, après, j'ai pas forcément prévu pour cette année de refaire de course. Je pense. Enfin, normalement, Tu sais qu'il y a une petite course dans 8 semaines à La Réunion, je sais pas si... Oui, j'ai déjà fait en 2014 un enchaînement entre le Tour du Mont-Blanc et La Réunion. Mais comme je disais, c'est des gros enchaînements qui sont quand même pas à négliger. C'est vrai qu'aujourd'hui, les gens courent beaucoup. Je pense que l'Ultra Trail... Et puis Xavier il peut encore plus témoigner parce que faire un 50 km comme il dit avec les sensations qu'il a et le système, enfin je sais pas si c'est le système immunitaire ou je sais pas quoi, il le fait demain, il le refera après-demain, il peut le faire tous les jours, il n'y a aucun souci parce qu'on a entraîné pour. L'ultra trail, passer 10, 12 heures, 15 heures, 20 heures dehors, il faut vraiment aller chercher dans des choses un petit peu spéciales et du coup ça demande vraiment je pense beaucoup de fraîcheur. Donc non, j'ai pas prévu d'enchaîner avec ça et il m'a presque fallu 7 ans pour me remettre à un énorme challenge comme je l'avais fait en 2014. Donc voilà, d'enchaîner 2 ultras si proches, je pense pas le refaire tout de suite. Et là voilà, c'est vrai que j'ai bien puisé cet été, j'ai passé un bon été sur les sentiers et là je vais passer un peu de temps en famille pour essayer vraiment de retrouver la fraîcheur pour l'an prochain. Bon, on a hâte en tout cas de vous retrouver sur les prochaines courses. Xavier, François, merci infiniment d'avoir accepté de répondre à nos questions. Ça a été un plaisir de vous recevoir dans l'émission. Récupérez bien et puis revenez-vous vite. On va accueillir dans quelques instants Manu de One Iron pour la deuxième partie. Je vous dis à très vite, messieurs. Merci. Merci. Merci à vous. Découvrez toute l'actualité running dans l'Iron Café. La rubrique actualité, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Manu du site One Iron. Manu, merci de nous honorer de ta présence et de t'avoir déplacé jusqu'à Chamonix. C'est un plaisir de t'avoir à nos côtés. Comment ça va ? Eh ben, écoute, ça va très très bien. Je suis heureux d'être à Chamonix parce que moi j'y suis depuis quelques années régulièrement et c'est vraiment un endroit magnifique. Et puis là, on a une météo superbe. Je pense que les athlètes se sont régalés sur le Tour du Mont-Blanc. Donc je suis ravi d'être ici. Écoute, j'ai pu apercevoir à quel point tu étais connu comme le loup blanc dans la vallée de Chamonix. C'est vrai que c'est un territoire que tu connais parfaitement. À tout seigneur, tout honneur, on a reçu Xavier Thévenard et François Daen qui sont partenaires de On Running et Salomon. Tu vas nous parler un petit peu de l'équipement qu'on a pu voir sur l'UTMB. On va commencer par On Running parce que c'est pas une marque qui est toute récente mais qui est quand même assez jeune. On la voit de plus en plus. J'ai pu constater d'ailleurs sur l'UTMB que c'est une marque qui se fait du plus en plus de trailers. Je crois que c'est une histoire un petit peu particulière, c'est une vision aussi un petit peu particulière. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur l'histoire de On Running ? Je pense que ça peut intéresser pas mal de monde. Ouais, alors ce qui est intéressant sur ces deux marques, c'est que c'est deux marques où l'athlète est au centre du développement produit et ça c'est super intéressant. Et d'ailleurs, vous allez voir, on a ramené des produits. Il y a Xavier qui m'a donné une chaussure, donc c'est vraiment très intéressant de voir l'usure, une vraie usure, parce que là, quand Xavier use une chaussure, il y a vraiment beaucoup à apprendre de l'état de la chaussure. Alors effectivement, pour faire le petit historique de la marque On, en fait, tout part d'une petite anecdote. Alors, vous savez que j'aime bien les anecdotes. Hein, on le sait. Et puis, je sais que vous aimez bien aussi. Donc, la marque, elle a été fondée par Olivier Bernard. Olivier Bernard, c'est un duathlète et triathlète suisse qui est très, très connu en Suisse. Et un jour, Olivier Bernard marche sur un tuyau d'arrosage. Et il trouve que la flexion du tuyau est vraiment intéressante. Alors là, il y a une idée qui naît dans sa tête. Il commence par prendre une des chaussures qu'il avait sous la main. Il découpe la semelle intermédiaire pour avoir vraiment le minimum. Et il se met à découper des morceaux de tuyau d'arrosage et à les placer sous la semelle. Et donc là va naître l'idée qui est derrière On, c'est le fameux cloud. C'est des petites cavités qu'on va retrouver sur l'intégralité de la chaussure. Et donc le premier modèle, On, donc bien sûr, c'est un athlète, donc il n'a pas forcément le bagage technique pour développer entièrement une chaussure, donc il va très bien s'entourer. Et on va découvrir les premiers modèles de chez On. Alors maintenant, ce qui nous intéresse, comme on est à Chamonix, c'est tous les modèles de trail. Donc maintenant, on a deux modèles de trail qui sont la Cloud Venture, qui est un peu plus lourde, et puis on a la Cloud Ultra. Alors là, vous vous dites, oh là là, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh ben en fait, c'est Xavier qui nous a donné tout à l'heure la chaussure. Moi, je trouve c'est moi qui aime les produits, je trouve ça super intéressant parce que donc on voit les fameuses cavités qu'on retrouve sur toute la longueur de la chaussure, et là, elles sont en double niveau.
C'est-à-dire que habituellement, il y a une seule ligne. Et là, sur cette nouveauté, elles sont en alternance. Donc, c'est le double Cloud Tech. Ce qui est intéressant aussi, donc on retrouve une semelle. Alors, vous regardez, c'est très instructif, je trouve, parce qu'on a une semelle qui a 900 km. Je ne sais pas si vous avez déjà fait 900 km avec une chaussure. Alors pour toutes celles et ceux qui nous écoutent sur podcast, effectivement, on ne dirait pas qu'elle a 900 km quand même. Je suis très agréablement surpris de la qualité du grip et des crampons, parce que vraiment, sur certains crampons, il y a une petite fissure pour améliorer un peu et pour faire de la flexibilité un peu latérale. Et à certains endroits, ce petit trou qui doit faire à peine 1 millimètre, on le voit encore. Donc ça veut dire vraiment, on pense aux témoins d'usure des pneus. Et là, c'est-à-dire que l'érosion, elle a même pas, il n'y a même pas 1 millimètre. Mais c'est vrai, et c'est une très bonne chose que les équipementiers font des chaussures de plus en plus durables, parce que c'est une vraie demande aussi du coureur. Évidemment, il y a des raisons écologiques, il y a des raisons économiques, mais voilà, il y avait vraiment un travail à faire, parce que les chaussures avaient tendance à être de plus en plus légères, de plus en plus techniques, de plus en plus performantes, et c'est souvent ça rimait avec fragilité. C'était une équation pas forcément évidente à répondre pour les équipementiers, et là vraiment on commence à allier performance et durabilité, d'autant plus que On Running, je crois, est très 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 axé sur le développement durable et la durabilité des produits. Oui, ils ont tout un système de recyclage et tout, donc c'est vraiment une marque qui... la durabilité, elle est vraiment au cœur de l'ADN de la marque. Alors j'aimerais maintenant qu'on parle de Salomon. Ça n'a pas manqué à tous les observateurs. C'est vrai que François Daen a couru avec une chaussure moi que j'ai pas reconnue. Ça semblait être un prototype assez déguisé. Alors tu es un spécialiste de la chaussure. Manu, on sait que toi tu murmures à l'oreille de tous les développeurs de chaussures. Est-ce que tu as un petit peu plus d'infos sur cette chaussure? Pourquoi est-ce qu'elle est déjà particulière? C'est quelle info que tu as pu glaner? Alors, je savais qu'effectivement, François allait courir avec un prototype. J'avais quelques infos. Je ne suis pas dans le secret des dieux non plus. Mais effectivement, pour préparer l'émission, moi, j'ai discuté un petit peu avec les équipes produits chez Salomon. Et donc, en fait, alors ce que vous avez vu, effectivement, c'est le prototype qui va... Alors, ce n'est pas une version qui va directement sortir dans 6 mois, 1 an. C'est-à-dire qu'il travaille avec François sur des améliorations de la version actuelle. Donc la version actuelle, c'est la S-Lab Ultra 3. D'ailleurs, c'est celle-là que vous avez retrouvée au pied des 2 filles qui sont sur le podium, c'est-à-dire Courtenay et Picami. Et donc eux, les deux utilisaient ça, et ainsi que Mathieu Delpech qui fait 3e sur l'UTMB. Donc en fait... Salomon, les équipes de Salomon avec François, ils travaillent par itération, c'est-à-dire qu'ils vont essayer d'améliorer une partie. Alors là, ce qui s'est passé, c'est que je pense qu'il y a eu alors je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est des suppositions, c'est mon analyse par rapport aux photos que j'ai réussi un peu à zoomer. Donc là, je pense qu'il y a eu un gros travail sur la mousse, parce qu'on voit quand même que la mousse, elle me semble un peu plus tendre que la mousse actuelle. Ici, je vous ai amené d'ailleurs... Je peux les décrire pour votre souci. Je vous ai amené donc, la semelle de la S-Lab Ultra 3 qui est en morceaux, en fait. C'est-à-dire que les morceaux n'ont pas été collés. Donc, alors, en fait, la semelle, vous savez qu'une semelle, c'est en 2 parties. Il y a une semelle, ce qu'on appelle d'usure. C'est ça qui est au contact avec le sol. Donc, en général, c'est une gomme qui est assez, qui propose le grip, et avec les fameux crampons. Et puis ensuite, on a la semelle intermédiaire. Donc là, la semelle intermédiaire, elle est en 2 parties, avec 2 mousses différentes. Donc on va avoir une mousse qui va être des 2 mousses qui seront sur l'avant. Ça va permettre sur l'attaque médio-pied d'avoir une certaine résistance. Et puis une mousse un peu plus large sur l'arrière, ce qui va permettre un peu d'avoir de l'amorti. Donc voilà, donc les chaussures de François, effectivement, en plus il y a eu un peu comme sur les prototypes des voitures faits par les constructeurs. En fait, ils l'ont un peu maquillé. Ils l'ont un peu déguisé. On a vu que, voilà, ils ont essayé de... Alors, c'est tout à fait possible que ça soit une tendance et puis qu'ils essayent de travailler sur un guêtre intégré, c'est-à-dire une protection de la chaussure. Ça se fait beaucoup sur le marathon des sables pour éviter que le sable rentre à l'intérieur de la chaussure. Donc, il y a des chaussures avec un guêtre. Ou tout simplement dans une flaque de boue.
Voilà, les personnes tout qui à fait. pratiquent le cross-country le savent, on peut perdre sa chaussure tout simplement. Et ça arrive à chaque année sur les crosses. Donc c'est vrai que quand elle remonte un petit peu, on évite ce genre de problème. Alors, d'ailleurs, sur ce développement produit, j'ai une petite anecdote un petit peu sympa, suite aux discussions avec les équipes Salomon. Et en fait, vous savez que l'un des équipements signature de François, c'est le fameux bob. Et en fait, je connais l'histoire du bob. Ah. Donc vous savez Dis-nous tout. Vous savez que François est son deuxième métier. Alors je ne sais pas dans quel ordre il met le premier et le deuxième métier, mais l'un de ses métiers, c'est vigneron. Donc il a 4 hectares et demi dans le Beaujolais. Et forcément, qui dit vigneron, dit vendange. Et un jour, donc, à l'occasion des vendanges, il y a l'équipe de Salomon avec qui il travaille sur les produits qui est venue l'aider à ramasser le vin. Et puis, bon, François étant très sympa et prenant soin de ses aides du jour, il leur distribue un bob publicitaire assez commun et tout ça. Donc, toute l'équipe Salomon se retrouve avec un bob publicitaire. Et puis, sur le coup là, François était en train de parler qu'il allait faire la Western State aux États-Unis, dans le Sierra Nevada en Californie. Et donc, ils ont commencé à parler de ce bob et de voir le côté technique et se dire, tiens, sur les fortes chaleurs, qu'est-ce qu'on pourrait faire et tout ça. Et donc, les suites de la discussion, c'est qu'effectivement, ils ont créé un bob que François a porté sur cette course, avec une couronne qui est beaucoup plus large pour bien protéger les oreilles et puis faire une ombre sur le visage. Et ils ont créé une poche sur le dessus de la tête, avec en dessous de la poche un matériau isolant, et donc la possibilité de mettre une poche de glace au-dessus de cette matière isolante pour rafraîchir pendant la course. Ouais, ça c'est assez intelligent, c'est assez malin, et c'est bien comme ça qu'on peut avoir c'est tout l'intérêt aussi pour les grands équipementiers de travailler avec des athlètes élites, c'est que tu peux comme ça adapter à l'usage. Et d'ailleurs, la Fédération internationale World Athletics avait, à la suite avec, les plaques de carbone, les prototypes, avaient un petit peu voulu interdire les prototypes, mais c'est aussi comme ça que les équipementiers peuvent tester les chaussures dans les conditions un peu du réel. Donc on parle souvent du lobbying et ce genre de choses, mais il faut aussi avoir conscience que finalement le scientifique, l'analyse, c'est une chose. À un moment donné, il faut tester dans les conditions du réel, et c'est pour ça et pas que pour ça, mais c'est aussi pour ça, en tout cas c'est sûrement l'argument qu'a dû donner les équipementiers, qu'aujourd'hui elles sont réatterrisées en compétition et qu'on peut les voir. Ils ont un peu changé leur donne, et on peut les voir sur les courses. Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, faire un test sur une chaussure sur un 10 km ou un semi-marathon, c'est pas un souci. Mais là, on parle sur des chaussures qui doivent tenir sur 170 km avec 10 000 de dénivelé positif. Et quand on voit le chantier que c'est autour de Chamonix dans les chemins, c'est extraordinaire. Tu peux pas reproduire ça. Non, effectivement, ça va être compliqué. Je pense pas que l'athlète serait d'accord pour en faire un par semaine pour vérifier que les chaussures tiennent bien. Bon, alors en tout cas, ils s'entendent très bien avec l'athlète, c'est de faire ça. Écoute, merci infiniment Manu pour tous ces conseils. Puis je te dis rendez-vous au studio à Paris maintenant pour le prochain Iron Café. On reste pas ici. Moi, j'aurais bien délocalisé le studio à Chamonix. On va parler à notre producteur. Il est juste devant moi. Je vois qu'il a l'air séduit par l'idée, donc on va lui en parler. Merci infiniment Manu. Merci infiniment à la Folie Douce Running pour nous avoir facilité l'organisation de cet événement. Merci aux équipes de Iron. Petite dédicace à Muet Vidal qui malheureusement ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui, mais on pense très fort à lui. À bientôt. À bientôt. Cette émission vous a été proposée par Iron.fr, spécialiste running, trail et fitness sur Internet.